focus right now is Sean Combs. Okay. Tell us why. Tell us why. Because he's a sex trafficker. And he's using music and entertainment to sex traffic. 21 000 $, c'est apparemment la somme qui aurait pu faire en sorte qu'à la base, on évite ce nouveau scandale Diddy, à savoir que Meek Mill qui se défend de toutes ses forces sur Twitter en disant qu'il n'est pas gay, il se bat avec Diddy Academics, plusieurs vidéos qui ressortent de Diddy un peu émoustillé, voire sous, qui ferait plus ou moins des propositions détournées à des rappeurs. Looks like Epstein level exposing of the rap industry right now. It names names, he has photos, he has physical evidence. Là, on fait donc une suite à l'affaire Diddy. La première vidéo qu'on avait faite sur ça, c'était il y a environ 3 mois. Là, ça repart de plus belle, même si ce n'est en réalité pas la deuxième plainte. C'est en réalité la 5e plainte de Diddy, parce qu'après Cassie, il y a eu 3 autres plaintes, de 3 femmes. Et là, maintenant, donc, on a une première plainte d'un homme. Et c'est une plainte un peu particulière parce qu'elle vient d'un producteur qui s'appelle donc Lil Royd. Il est originaire de Chicago. Et un jour de 2022, il reçoit un appel et au bout du fil, c'est Diddy, D-A-D-I, it's Diddy. Oui, c'était Diddy et il se présentait dans cette époque-là en tant qu'ange gardien du R&B. Vous en rappelez, il avait organisé des lives pour dire pourquoi est-ce que le R&B est mort, pourquoi est-ce que cette musique ne touche plus les gens. Et donc, de fait, il composait l'équipe de son nouvel album qui devait s'appeler donc Love. Et c'est comme ça qu'il dit à Lil Royd, je trouve que tu es talentueux. Le gars, il n'a pas encore fait ses classes dans le game. Il n'a pas encore véritablement de placement. Il lui dit, tu seras sur mon album. Et à la base, ils sont censés travailler à distance. Ou alors, Lil Royd lui envoie les prods. Diddy lui dit, mais non, pas du tout en fait. C'est pour ça que le R&B actuel là ne vibre pas, ce R&B de mail échangé par-ci, les couplets qu'on découpe et tout. C'est pas un R&B qui vit, frère. Il faut que tu viennes chez moi, qu'on habite ensemble et qu'on ponde du classique. Et c'est donc comme ça que Rodney Jones, qui est donc assez jeune, décide d'aller vivre avec Diddy. Et ça va donc durer environ 1 an et demi parce que le truc qui m'a véritablement frappé à la lecture de cette plainte qui dure 74 pages, franchement, il faut quand même que vous respectiez. N'hésitez pas à vous abonner, commenter. Franchement, il faut quand même que vous respectiez. J'ai lu les 74 pages et le truc qui est très frappant, c'est que ça dure 1 an et demi, donc de août 2022, mais si on prend 1 an et demi depuis août 2022, ça veut dire qu'au moment où Cassie fait sa plainte, Rodney Jones est encore chez Diddy, où il est en train de faire ses bagages pour partir, et il décrit donc ce qu'il va considérer comme étant une sorte de calvaire, surtout que lui, à la base, son véritable problème, c'était qu'on ne voulait pas le payer comme il le méritait sur les 9 chansons qu'il a produites dans cet album-là, et c'est en partant de cet axiome-là qu'il ouvre ce qu'il déclare comme étant la boîte de Pandore, parce qu'effectivement, on parle de trafic de prostitution, de dévergondage, de tout ce qui est possible et imaginable. Et dans cette vidéo, je veux qu'on soit très clair, vous et moi. On va détailler ce qui se passe dans la plainte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire à côté. Je vais vous structurer ce pourquoi Diddy a attaqué. Ensuite, on va voir le parallèle et pourquoi des Meek Mill Usher ressortent. Et ce en quoi ça fait écho aux propres histoires de Diddy, comme la fameuse fusillade de 99. Parce que vous avez peut-être vu que la fameuse dame sur laquelle Shyne avait officiellement tiré, mais dans le game on a toujours plus ou moins dit que c'était Diddy et que Shyne avait pris à la place de Diddy, en fait elle allait sur TikTok et elle a aussi témoigné. He appears to be a very young producer to me, but he said something very specific. As a means of threatening him, Puffy said, "That's why I shot up the club in New York back in 1999 and let Shyne take the fall for it." Est-ce que c'est la fin de Bad Boy Records ou est-ce que Diddy a encore plus ou moins 1 ou 2 cartouches dans son sac? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un coup de feu qui retentit, c'est un assassin qui s'enfuit, ou presque, et nous sommes en septembre 2022. Ce jour-là, selon Lil Royd, ça fait environ 1 mois qu'il vit chez Diddy, et il y a un writer cam, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paroliers qui sont là dans le game, ils sont en train d'écrire, ils s'échangent des idées pour pouvoir écrire les meilleures chansons R&B, les meilleures mélodies et tout. Et à un moment, Diddy, le fils de Diddy, est l'un des mecs qui est là, qu'on appellera donc Monsieur G, parce que c'est comme ça qu'il est nommé dans la plainte, se retrouve dans une des pièces à côté. On entend une dispute, les mots s'échangent, ça va de plus en plus fort, et donc, selon Lil Royd, à un moment, il entend des coups de feu. Comme il est proche de la porte, il a tellement peur, parce qu'il se dit, putain, c'est juste à côté de moi. Et finalement, donc, la porte s'ouvre, Diddy et son fils sortent de là,
Justin, et il va dans la pièce et il se rend compte que l'autre mec qui s'appelle donc Monsieur G, qui est un homme afro-américain d'une trentaine d'années, est par terre, on lui a tiré dessus, la personne qui lui a tiré dessus c'est apparemment Didi. Du coup il se jette dessus et il commence à essayer de nettoyer le corps. Le sol est couvert de sang et petite précision très importante dans cette plainte, c'est qu'on a la photo. On a la photo qu'il a prise quand il est entré, pas de Monsieur G, mais du sol couvert de sang, de comment il a essayé de nettoyer le sang du mec, appeler les secours, et quand il touchait une partie, bah en fait le sang sortait de l'autre côté, enfin il était totalement paniqué, traumatisé. Il précise dans la plainte que jusqu'aujourd'hui, il a toujours de l'insomnie, un traumatisme profond par rapport à ça, mais toujours est-il que la scène se passe, et Didi, qui aurait donc commis ce crime, dit à ses gardes de dire que ce sera quelqu'un d'autre. Il demande qu'on prenne le corps du mec et qu'on aille le déposer dans une rue de Hollywood. Et quand la police arrive, bah en fait tout le monde va dire que ce n'est pas Didi, que l'homme se serait fait attaquer par des gens qui passaient avec une voiture, et c'est cette version qui va être plus ou moins retenue par la police parce que, et ça c'est ce qu'on comprend au déroulé de la plainte, Didi a des contacts dans la police, le garde du corps de Didi, le chef de sa sécurité, est très pote avec plusieurs membres des forces de l'ordre américaines, et donc de fait ça leur permet plus ou moins de couvrir cette affaire qui, précision encore très importante, est dans la presse, c'est-à-dire qu'il y a un article qui précise effectivement que un homme s'est fait tirer dessus à la sortie d'un studio hollywoodien le 12 décembre 2022. Ce moment est déterminant dans l'affaire. Il est déterminant parce que Lil Rod estime que personne, aucun des paroliers, aucune des personnes qui sont plus impliquées que lui dans l'industrie ne décide de témoigner contre Didi. Ça montre la position de pouvoir de Didi, et en plus, lui c'est un petit, en fait il se dit franchement c'est comme ça que ça se passe dans le game, et il continue donc selon lui de bosser avec Didi. Didi il aime bien voir un peu trop à son goût, parce que très souvent Didi se permet de prendre ses mains et de toucher son rectum sans son autorisation, et en gros ça le gêne parce qu'il précise dans sa plainte que lui il est un homme hétérosexuel chrétien et qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Didi lui fait ça, qu'il est même terrorisé à cette idée là, mais Didi le fait à plusieurs reprises, et quand il va aller se plaindre chez la patronne de Motown Records qui est censée le protéger parce qu'effectivement le label Universal Love Records et Motown se sont associés pour ce projet, bah en fait on va lui dire non mais en fait Didi fait ça parce qu'il t'aime bien, c'est pas très grave qu'il envoie souvent ses mains dans ton rectum. Et plus le temps va passer, plus ces opérations vont se multiplier. À plusieurs reprises par exemple, il pointe le fait qu'il est obligé de travailler pendant que Didi se lave, c'est-à-dire que Didi a plein d'idées qui lui viennent en tête, et lui il est là comme ça dans la salle de bain avec son ordinateur, Didi est juste à côté en train de se laver, et il est censé noter les idées ou alors les éclairs de génie de Didi qui passent par-ci par-là. Ça le gêne, mais tout le monde prend ça à la rigolade en lui disant que c'est comme ça que Didi se comporte. Sauf que dans le même temps, il note que très souvent quand Didi marche nu dans la maison ou se balade de nuit, les mêmes personnes du label qui lui disent, selon ses mots, que c'est drôle, bah disent que allez, on s'en va. Et il abandonne là avec Didi. Climat donc de harcèlement sexuel, ce qu'il estime avoir vécu, c'est-à-dire que même si ça n'a jamais été dans sa plainte totalement explicite, c'était du harcèlement sexuel, qui va donc continuer avec les fameux freak out. Les fameux freak out de Cassie reviennent ici parce que Didi continue ses fameuses soirées et il faut les tenir partout où il va, que ce soit à Miami, à Los Angeles ou à New York. Didi a toujours besoin de ces fameuses parties de jambes en l'air, et c'est là qu'intervient Christina Koram, qui est une des partenaires de Didi et que lui compare dans sa plainte à Ghislaine Maxwell, la partenaire de Epstein. Et globalement, Christina, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a équipé tous les employés de la maison de farine. En plus, c'est précisé parce qu'on a une photo dans la plainte. Encore une fois, c'est vraiment dans la plainte, donc on relate ses propos. On a une photo dans la plainte de ce à quoi ressemblent plusieurs de ces farines, et apparemment, plusieurs d'entre elles sont roses. Et donc, tous les employés de la maison, des maisons de Didi, partout où ils se trouvent, sont mis à disponibilité pour que si Didi demande la farine, il ne faut pas qu'il lui en manque en fait. Didi doit toujours avoir de la farine prête à être bouffée, explosée, des crêpes par-ci par-là. Dès qu'il respire et qu'il veut une crêpe, on lui dit ah vas-y, vas-y. Donc tous les employés, le jardinier, Lil Rod, le cuisinier, tout le monde a à côté de lui un petit sac de farine pour que Didi soit toujours prêt à consommer, à crêper et à faire la fête tant qu'il peut. Et Christina Koram s'arrange donc à le faire. Mais plus on va dans l'opération de rencontre sexuelle, il faut aussi que Didi ait toujours de la chair fraîche. C'est pour ça que
Lil Royd va être mis à contribution pour lui. Selon lui encore, chercher à plusieurs reprises des filles qui vendent leurs services. Et donc, c'est ce que fait plus ou moins tout l'entourage de Diddy. Quand Diddy se retrouve dans une ville, il y a plusieurs femmes qu'on recruterait pour pouvoir pallier aux fameuses freak-out. Il décrit même un épisode qui est assez frappant à Miami parce qu'il lui dit qu'il va dans un club qui s'appelle le Booby Trap. Il donne une adresse et il dit que quand on va dans cette adresse-là, il suffit qu'il mette un certain chapeau. Les meufs de là-bas savent que Diddy est dans la ville. Diddy aura besoin d'elle. Il montre même dans la plainte certains profils Instagram qui offrent donc leurs services et de façon plus ou moins légale. Il n'y a pas voilà. Il cite à 2 reprises 2 moments où il s'est réveillé et il était avec ces filles-là en ayant eu des rapports avec elles. Et selon lui, c'est parce que Diddy les aurait drogués tous ensemble. C'est-à-dire que Diddy a à la fois drogué les filles et là à la fois drogué lui parce que Diddy le forçait à plusieurs reprises à participer à ces actions-là, alors que lui, il est un homme chrétien qui ne supporte pas tout ça, mais Diddy essayait au maximum de le faire rentrer dans ce monde-là, parce que selon lui, encore une fois, il voulait le briser. Selon Leroy, le fait de lui faire avoir des relations avec des prostituées était pour qu'il puisse petit à petit s'adonner de plus en plus à des déviances. D'ailleurs, il raconte un épisode de Thanksgiving 2022 où Young Miami arrive avec une de ses cousines et après un moment, lui, il va dans la salle de bain et cette cousine de Young Miami vient l'agresser sexuellement dans la salle de bain parce qu'elle se met à lui faire une et il n'est pas consentant, mais elle insiste, il la rejette, elle continue à le poursuivre et il pense que c'est Diddy qui a envoyé cette fille-là afin qu'il puisse se lâcher et complètement participer à leur soirée et que plus tard, il va effectivement s'adonner à quelque chose et se réveiller et se rendre compte qu'il avait participé à une activité sexuelle avec une autre dame, mais encore une fois, il n'était pas conscient à ce moment-là. Et là, vous allez certainement vous dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il supporte tout ça en fait? Pourquoi est-ce qu'il reste là si effectivement il n'est pas bien traité et qu'il n'est que là pour le travail? C'est là qu'il explique que Diddy effectivement lui avait promis le Grammy de l'album de l'année pour l'album qu'ils faisaient ensemble, qu'il lui avait promis d'avoir 250 000 $ pour tous les instruments qu'il voulait, qu'il lui avait promis d'avoir aussi une propriété à 20 millions de $, une étoile dans Miami et un accès privilégié au directeur des grandes maisons de disques, à savoir Lucian Grange chez Universal et la directrice de Motown Records. Donc en fait, dans son esprit, il se disait franchement, je supporte parce que peut-être que mes rêves vont se réaliser, je vais finalement avoir cette carrière, mais petit à petit, les épisodes de plus en plus graveleux s'accumulent. Il explique qu'un jour, il y a une soirée avec Cuba Gooding Jr., l'acteur, et que finalement, Diddy laisse l'acteur auprès de lui, et là, il a une photo de Cuba qui le regarde en mode vraiment les yeux peut-être un peu émerveillés. Et donc, il estime qu'à ce moment-là, Cuba va essayer de l'agresser sexuellement et que c'est parce que Diddy avait certainement dit à Cuba ou alors promis à Cuba qu'il pouvait avoir des relations avec lui. Et ce spectre des relations gays revient avec Stevie J. Stevie J qui côtoie toujours Diddy, qui est toujours là pour l'enregistrement du Love Album et qui est un des gros producteurs de Bad Boy Records depuis les années 90 et pour lequel, selon Leroy, il a une admiration folle. Il adore Stevie J et donc du coup, selon Leroy, pour qu'il se lâche et puisse participer à des activités sexuelles, Diddy va lui montrer une vidéo de Stevie J en train d'avoir une relation avec un homme en lui disant que c'est comme ça que ça se passe dans le game pour pouvoir le lâcher et pour pouvoir l'aider mentalement à participer à ces fameuses soirées, surtout que dans ces soirées-là, Stevie J est là, Stevie J revient souvent faire des freak-out avec Diddy et l'un des points importants de la plainte, c'est justement sur la fin où il explique que lors des derniers freak-out et il montre certaines photos, en fait, plusieurs des femmes qui étaient là étaient des femmes mineures. C'était des femmes mineures que Diddy avait fait venir, ça le gênait d'avoir eu lui-même certains rapports avec ces femmes mineures, mais ça ne gênait pas les autres, les photos sont là, et donc du coup ça en rajoute à l'un des points forts de la plainte, à savoir trafic de drogue, trafic sexuel, la loi RICO, et là très certainement vous vous demandez, mais du coup, attends, parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes là, mais Usher et Meek Mill, en fait le truc c'est que Usher et Meek Mill ont participé selon lui à des freak-out. Mais les freak-out auxquels Usher et Meek Mill ont participé étaient avec effectivement des femmes. D'ailleurs, selon sa plainte, il n'a jamais vu Diddy avoir des rapports autres qu'avec des prostituées femmes. Le seul truc qu'il dit, c'est que Diddy lui aurait dit donc qu'il avait eu des rapports avec un rappeur de Philadelphie qui est sorti avec Nicki Minaj, qui est donc Meek Mill, et avec un chanteur de R&B qui va faire le Super Bowl, qui est donc Usher. Mais jamais dans la plainte, lui-même ne dit explicitement avoir vu ou avoir aperçu les gens avoir des rapports. Meek Mill passe un soir, Usher passe un autre soir, mais il ne va jamais voir aucun rapport ou rapprochement particulier entre eux. Et ça, c'est super important
pour la suite de l'histoire. Lil Royd est donc parti de chez Diddy il y a quelques mois. Et il demandait en vérité 50 000 $ pour pouvoir boucler son travail dans l'album. Sauf qu'effectivement, Diddy estime l'avoir nourri, logé, tout ça là. Il a eu plein d'avantages que lui ne voit pas comme étant des avantages, mais il a vécu chez Diddy. Voilà, enfin, j'essaie de vous donner les deux. Voilà, dans l'esprit de Diddy, il a vécu chez moi, il a voyagé, il a vu plein de stars et tout. Donc du coup, ça faisait partie de son contrat. Et la somme qu'il se disputait apparemment était une somme de 50 000 $. Et donc, Diddy lui aurait donné 29 000 $ et aurait pris une partie de ses royalties. Et lui, il veut récupérer les royalties des chansons qu'il a produites et 21 000 $. C'est de là que se lance la dispute parce qu'en vérité, Lil Royd, ça fait un certain moment qu'il avait déjà commencé à faire des lives sur Diddy en disant que Diddy doit lui remettre les royalties des chansons qu'il a produites dans l'album Love. Tout part donc de cette dispute musicale sur les droits de l'album et des chansons de l'album à laquelle Diddy et son équipe ont répondu de façon très froide. Il a même d'ailleurs leaké lui-même une vidéo dans laquelle on voit Diddy dire que moi je vais rien lui donner. I run shit, nigga. You feel me? I run shit. Yeah, you do. Yeah. Little Rod ain't worth giving this kingdom to if we don't control his publishing. I can solve his efforts with 3 other human beings. He's eating at our table, and I like his backstory, but you need to have other people. It's hard to work with him unless we have his pub. He's a piece of shit human, but we do not need his talent. Et comme ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente malgré le fait que Lil Royd se soit exprimé à plusieurs reprises sur internet, c'est pour ça que ça a pris l'ampleur que ça a pris et que donc de fait on a cette plainte qui ressemble, franchement je pense qu'ils s'en sont beaucoup inspirés à la plainte de Cassie, même si pour moi là où Cassie était très direct et citait précisément des faits, et j'avais trouvé justement très malin de la part de Cassie de pas être, quand je vais dire tomber, il faut vraiment que vous compreniez mes mots. Cassie a jamais parlé de la sexualité ou des ambiguïtés sur la sexualité de Diddy. Et je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. J'avais dit qu'elle était très maligne de laisser sous-entendre sur certains mots sans jamais aller dans ça. Parce que ça aurait plus ou moins surplombé sa plainte, ce qui est un peu en train d'arriver. C'est-à-dire que la plupart des gens ont retenu que Diddy a couché avec Meek Mill ou Usher. Ce qui en vérité est déjà quelque chose qu'il savait sans savoir ou alors une vieille rumeur en fait. Parce que c'est ça le point de l'histoire. Le point de l'histoire, c'est que vous connaissez plus ou moins cette fameuse, je dis rumeur parce que, en plus, les gens ont, tant que c'est légal, le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais là, dans le cas précis de Usher et de Diddy, ça fait très longtemps qu'on racontait que quand Usher vivait chez Diddy, quand il était très jeune, quand sa mère l'a laissé là-bas pour qu'il devienne un homme et qu'il sorte le fameux My Way, en fait, Diddy avait des relations avec lui. Tout ça avait été relancé dans les années 2000 à cause d'une vidéo YouTube qui est souvent supprimée et re-upload. C'est dans cette vidéo YouTube où Diddy est encore une fois très loin, et comme il est très loin, il dit à Usher, ah, tu te rappelles quand on se réveille le matin, et Usher le regarde en mode de fuck. My brother right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, pause, but like just Et il y a souvent eu plusieurs témoignages, même de l'ancien garde du corps de Diddy, qui est d'ailleurs cité, et c'est très intéressant dans la plainte, disant qu'il y a une vidéo de lui qui tourne sur internet où il dit effectivement que Diddy avait souvent l'habitude d'avoir des relations avec certains hommes dans des cadres précis. Looking at this lawsuit, right, Little Rod, he alleges that, Diddy told him personally that he had sex with Usher. And when you look at the lawsuit, even though they got Usher name redacted, you could tell who it is because they describe him as the guy that performed at the Super Bowl. Right. So, I mean, we all know who that is, but how you feel about that, man? Well, I mentioned that earlier, that he said about Stevie J. The Usher part, that's a touchy situation, man. But he got on Shay Shay and he mentioned how great and how good Puff taught him and everything. You know what I'm saying? About the business. I know, and people know, that was around that in that time that Puff and Usher did have a situation. And that situation led Usher to the hospital. Now I let Usher explain that to y'all. I let Usher tell that story. Il y a ce moment très gênant chez Dreamcamps qui avait fait la polémique, et d'ailleurs il y a plein de mèmes sur cette scène parce que Didier, encore une fois, totalement, il a beaucoup bu ou alors pris peut-être de la farine, et dans cette interview en fait il commence à dire à Fabolous et à Jadakiss, mais pourquoi, surtout à Fabolous, il lui dit mais pourquoi tu ne viens plus faire la fête avec moi, franchement, pourquoi tu ne viens plus, why you don't want to party with me no more, et Fabolous est en mode vraiment très gêné, très embarrassé en fait, et Jadakiss est en mode what the fuck, et en fait ils sont très gênés de voir
Didi leur demander ça. Et pour beaucoup de gens, ça fait très longtemps que la scène la tourne, 2 ou 3, 4 ans, c'était déjà l'interprétation que Fabolous était gêné de voir Didi lui demander de venir faire ce que Fabolous n'avait pas envie de faire. I like when you like this, Daddy. Daddy, I like when you scrambling and scraping for shit. I like that. I'll be practicing. I got okay, yeah, I'm not gonna go over that one. Make a That wish. one. Just blow it out. It's your birthday every day. Every day's a birthday on Drink Champs, goddammit. I'm in. Where I look Did you back miss on me? where I became. Did you miss me though? For real? Because I'm saying it seems like a thing. I It's miss his partying birthday with party, Puff, man. Man, I'm talking about for your birthday. Why won't you party with me for your birthday, man? We partied for my birthday before. You came to my party. No, but me and you ain't never really party. You know what I'm saying? Et bien sûr, le boss de tout ça, celui qui a passé des mois et des années à répéter que voilà, c'est bien sûr 50 Cent, qui racontait par exemple qu'un jour, Didi lui a proposé d'aller faire du shopping et il disait, il me propose à moi d'aller faire du shopping, donc en fait, il veut que je sois à son bras. Mais il est complètement fou, ce gars. Il a plein d'interviews, il raconte des histoires comme ça. Et ces interviews-là ont continué à alimenter ce spectre autour de la vie sexuelle de Didi. No, but me and you, we ain't party. Like, we need to party. No, but me and you ain't never really party. You know what I'm saying? What are you talking about? What is he talking about? When people say that to me, I get a little uncomfortable. I get uncomfortable. Like he said something to me one time, a long time ago, at Chris Lighty's wedding. He told me to take me shopping. I looked at him like, what you just say? Let me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. Oh, that's a nice gesture. Let me get out. No, take me. That's what the guy says something. Pareil, on a ce moment avec Justin Bieber qui avait justement, quand il est arrivé dans le game, il avait 11 ou 12 ans, fait plus ou moins la fête avec Didi. Et un autre jour, Didi le revoit et il dit, oui, non, mais tu ne fais plus la fête avec moi, comment ça se passe et tout. Et Justin Bieber est terrifié dans cette vidéo-là. Et en plus, il n'a que 15 ans. Donc du coup, le fait qu'on le voit très gêné, les gens ont fait le lien en se disant, Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. On va s'arrêter là sur ces allégations-là parce qu'on se centre principalement sur la plainte. Mais je vous ai donné ce faisceau-là, pas parce qu'il est réel, parce qu'en fait, il a toujours été là sur Internet depuis des années et qu'il se constitue et que les gens ont plein d'histoires autour de ça. Et que c'est justement là où les rappeurs qui marchent beaucoup avec Didi ou qui ont beaucoup fait la fête avec Didi étaient toujours suspectés. De Game, par exemple, très longtemps. En plus, comme il avait fait plus ou moins du striptease dans sa vie, en fait, il était très suspecté par beaucoup de gens d'avoir des rapports avec Didi parce que quand il était avec Didi, on disait, vous faites quoi avec Didi? On fait la fête. I was running around with Puff for a minute, but we was just partying, man. Puff like to party. Et pour les gens, on disait, la fête avec Didi, ça doit pas être simple. Et c'est aussi pour ça, en fait, que Meek Mill a cette rumeur sur lui. Pas depuis 2 ans. Ça fait quand même un certain temps que Meek Mill a cette rumeur sur lui. Surtout que Meek Mill a plusieurs photos avec Didi, avec les mêmes vêtements. Ils ont fait la fête à plusieurs reprises, plusieurs soirées. Il y a même ce moment où, quand Meek Mill commence à rapper, il dit fucking et on voit comment Didi vient vite fait. Et les gens disent, oh, pourquoi est-ce que dès qu'il dit fucking, Didi s'anime? 30 millions de dollars, c'est la somme que demande Don Leroy afin de réparer plus ou moins les traumatismes qu'il a subis. Et vous remarquerez d'ailleurs que ce n'est pas innocent que ce soit exactement la même somme que Cassie demandait. Alors, pour moi, il y a un truc, je pense que c'est un peu difficile à expliquer sur Internet, mais je pense que c'est la finesse, et je suis tombé sur une journaliste américaine qui l'a dit. Je pense que si vous lisez la plainte, vous allez comprendre qu'il y a quand même une gêne dans cette plainte. Et la gêne que j'ai eue quand je lisais cette plainte, c'est que autant Cassie était carrée, directe, elle savait ce qu'elle disait, enfin, quand je dis qu'elle savait ce qu'elle disait, on voyait qu'elle était centrée sur le fait qu'elle racontait quelque chose qu'elle avait vécu. Autant là, on avait plein d'éléments allant dans plein de sens différents afin de nous convaincre que Didi était une mauvaise personne pouvant faire ça. Chose que, dans un sens, je peux comprendre, mais factuellement, ce n'est pas la même chose de violer une personne, quelle qu'elle soit, homme, femme ou enfant, et enfant c'est encore pire, on est tous d'accord, que d'avoir une relation consentie avec quelqu'un d'autre, même si c'est avec un autre homme. Donc du coup, le mélange déjà dans l'histoire est particulier. Secondo, selon moi, ils ont eu un très bon point. Le point, c'est d'aller sur la loi RICO
et le trafic sexuel. C'est principalement sur ça qu'ils veulent attaquer Diddy parce qu'ils ont compris que c'est ça qui a fait tomber R. Kelly. R. Kelly est tombé pas pour rapport non consenti, mais pour trafic sexuel, ce qui est deux choses différentes. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes de Surviving R. Kelly ne sont pas les femmes qui l'ont mis en prison. C'est les fameux messages et mails envoyés par certains de ses associés pour faire voyager les filles d'un état à l'autre qui ont pu le coincer à New York, parce que vous avez remarqué que l'affaire de Chicago, bizarrement, est freeze, parce que effectivement c'est très difficile malgré tout de prouver le rapport non consenti dans ce genre de cas. En revanche, ce qu'on peut prouver, c'est effectivement le fait d'avoir trafiqué des filles qui sont mineures, ce que effectivement Lil Royd et son avocat ont mis dans la plainte. Malheureusement, ils ont mis des photos dans cette plainte en disant que les filles étaient donc des filles mineures. Tout de suite après, les avocats de Diddy ont produit les documents en disant que les filles pointées dans la plainte ne sont pas des filles mineures, l'une a 30 ans et l'autre a 33 ans. With that woman, we spoke to her, we've seen photos, it's her, she's of age. So that part of the lawsuit doesn't seem to be holding a lot of water, but ça, c'est l'un des premiers éléments très importants dans cette plainte. Parce que le fait que tout de suite, les avocats de Diddy aient pu dire que non, les filles qu'il a mis lui-même en photo là, bah les voici ici et donner leur vrai âge en nous disant que ce ne sont pas des filles mineures comme il le prétendait, casse quelque chose. Mais l'autre point, c'est qu'il dit, Diddy a des dossiers sur tout le game. C'est-à-dire qu'il filme toutes les personnes qui participent à ses freak-out dans chaque pièce de sa maison. Il a des caméras. La preuve, c'est la vidéo de Stevie J qu'il m'a montré. Il m'a montré une fameuse vidéo de Stevie J, le chanteur de R&B, producteur, songwriter, que lui, il admire. Il m'a montré cette vidéo de lui dont on a parlé tout à l'heure, en train d'avoir un rapport avec un homme. Et effectivement, dans la plainte, c'est écrit qu'il y a certainement d'autres personnes dont il conserve les vidéos, il les tient, c'est comme ça qu'il tient le game. Dans l'idée comme ça semble hyper séduisant de se dire qu'effectivement, Diddy tient tout le game avec des cassettes vidéo et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire tomber. Le seul problème, c'est que la manière dont c'est matérialisé dans la plainte, c'est matérialisé avec cette fameuse vidéo de Stevie J. Problème, tout de suite, dès qu'il a sorti sa plainte, avec les captures d'écran que lui-même avait mis dans la plainte, ce ne sont pas des captures d'écran de Stevie J. Un acteur porno s'est offusqué sur internet en disant que c'était lui, et les internautes ont trouvé effectivement très rapidement la vidéo de la scène qui sort d'internet, et effectivement lui et son avocat ont sélectionné les passages où ça pouvait faire penser à Stevie J, mais ce n'est pas Stevie J. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'incident dramatique du début, à savoir la fameuse tuerie, bah en fait la police est allée vérifier. Ils sont repartis sur cette affaire qui date donc du 12 septembre 2022 et ils sont donc allés réinterroger les témoins en 24 heures pour savoir effectivement est-ce que ce n'était pas Diddy. Quand on repart dans l'affaire, il y a effectivement un homme qui a été agressé à la sortie d'un studio environ à 3h30 du matin. Mais il a été agressé par des personnes qui ont essayé de le voler. Ils disent qu'il n'y avait aucun signe de Diddy aux environs ou dans les environs de cet endroit-là et qu'en plus, les deux agresseurs ont été arrêtés. Il s'agit de Rudolph Flowers et de Laron Bentley qui avaient déjà été arrêtés plusieurs mois auparavant pour des vols ou pour des agressions à domicile. Diddy est sans aucun doute ou sans doute aucun sombre. Maintenant, la question que je me suis quand même posée, et je veux vraiment que là, vous et moi, on ne se pose pas la question en mode on défend Diddy. Comment est-ce que des gens dévoilent une plainte et ont, comment dire ça, spontanément des éléments faux dans leur plainte? Parce que en fait, là, il n'y a pas de débat. Ils savent que si je fais une capture d'écran d'un faux et que je dépose à la justice, je sais que c'est faux. Et donc, du coup, quelle est la seule raison qu'ils puissent faire en sorte que, et nous sommes donc la justice américaine, je veux que vous et moi réfléchissons bien. Quelle est la seule raison qu'ils puissent faire en sorte que je dépose un dossier à la justice américaine avec des éléments que je sais moi-même étant faux? L'argent, le settlement, ça veut dire que je sais que, en fait, cette affaire ne sera jamais jugée. Je pose plusieurs éléments en me disant que ça va être tellement gros qu'il va être obligé de settle, et si settle, du coup, on ferme le dossier, chacun rentre chez soi, et je suis payé. Je me suis dit qu'en fait, et si c'était l'inverse? Écoutez-moi bien, ça veut dire que là, d'un coup, on a un mec qui nous confirme toutes les rumeurs qu'il y a sur Internet depuis 10 ans. Mais ces rumeurs-là sont déjà sur Internet, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire la même vidéo sans avoir besoin de ce gars. Avec tout ce qu'on a dit sur Meek Mill, sur Usher, on se rappelle même que Nicki Minaj avait fait plus ou moins des allusions au fait qu'il y aurait une relation ou alors quelque chose de pas très clean entre son ex et Diddy. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup l'ont interprété. Do you think it's a lot of undercover brothers in the industry? Oh no, Queen. We don't know nothing about undercovers. Oh. L'accusation de trafic, Jaguar Wright en a parlé en 2020. L'histoire avec Usher, bah en fait elle court depuis quasiment 20 ans. En plus récemment, la mère de Keke Palmer a clairement dit pour elle que Usher n'était pas hétéro. There's no reason for you to say that.
Jezebel, calling me. Et je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que Internet est en feu. On se dit que finalement, tout ce qu'il y avait comme rumeur sur Internet est forcément vrai. Didi a admis ça à ce gars-là. Mais quand j'ai vu que plusieurs des éléments étaient factuellement faux et démontables très vite, je me suis demandé, et si c'était l'inverse? Si ce mec, pour grossir sa plainte, ça ne veut pas dire que les éléments en fait sont faux, a repris des trucs d'Internet, les a intégrés dans sa plainte, et du coup ça expliquerait pourquoi les éléments qu'il met pour prouver plusieurs des faits avec Didi sont factuellement faux, facilement démontables, même si de l'autre côté, ça fait de la presse et donc ça fait de la pression. Ce qui ne veut absolument pas dire que Didi n'est pas coupable de quoi que ce soit, mais que lui n'en a pas les preuves. C'est-à-dire que c'est un peu comme Inception en fait. Mais c'est pas sûr que l'équipe de Didi cède, surtout qu'ils sont acculés dans la seconde affaire après Cassie. Vous savez que c'est une femme qui voulait rester anonyme. Elle avait 17 ans lors de l'agression et du V qu'elle aurait subi. Et là, finalement, le juge a décidé qu'elle ne gardera pas l'anonymat, donc on va avoir son identité. Et beaucoup de gens pensent que c'est effectivement une chanteuse qui l'a rencontré en 2002 ou 2003. Donc ils sont au four et au moulin. Mais l'un des derniers éléments, c'est le fait que Lil Royd ait fait un crowdfunding le mois dernier où il demandait à ses abonnés effectivement de l'aider à porter plainte à Didi. Plusieurs personnes ont participé, mais dans le déroulé de ce GoFundMe, il ne parlait pas d'agression sexuelle, il demandait juste les royalties, l'argent dont on l'avait privé dans la conception de l'album Love. Et donc beaucoup de gens se demandent, mais comment est-ce qu'on est passé d'une bataille qui concernait effectivement les royalties à une bataille d'agression sexuelle avec plusieurs éléments qui semblent ne pas être concordants pour le moment à ce stade de l'histoire. Cassie a ouvert quelque chose, c'est-à-dire que il y a des affaires Didi qui vont arriver et encore une fois, je pense par exemple que Farnsworth Bentley, vous savez son ancien majordome là qu'on voyait dans tous ses clips à l'époque et qui a fait un tweet en disant que quand je suis nerveux je dis la vérité, je pense que il pourrait avoir des choses à dire sur l'envers du décor de Didi. Mais qu'en tout cas avec cette affaire, je pense que j'attends de voir la suite à titre personnel parce que je trouve qu'il y a trop d'éléments en très peu de jours, un peu concordants ou pas tout à fait justes, qui tombent dans le sensationnel, c'est-à-dire qu'on se dit waouh c'est dingue ça, et qui tout de suite après on se dit mais en fait ça a l'air un peu chelou, l'histoire de la tuerie, la photo avec Cuba Gooding, les fausses photos de Stevie J, les fausses filles mineures, je me dis bon, le mec il est pas fou, il va pas aller au procès avec ça, donc s'il le fait, il le sort comme ça, c'est parce qu'il sait déjà que c'est beaucoup plus simple pour nous de tomber sur Didi et que Didi peut plus facilement sortir le cash. Surtout qu'il a joué sur la sexualité, les gens ont envie de savoir avec qui les rappeurs couchent, est-ce qu'ils sont gays, est-ce qu'ils sont pas gays, ça amène à inspecter les détails, on a envie d'y aller. Surtout que chez Didi, il y a plein de petites histoires qui semblent plus ou moins concordantes, parce qu'il faut encore dire qu'ils semblent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Encore une fois, il peut avoir des rapports avec des gens consentis, ça c'est sa vie. S'il est criminel, il doit aller en prison. Et donc du coup, nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait sur le nouveau scandale autour de Didi, et je veux vraiment qu'on soit très clair. Je ne défends personne. Je vous ai donné les éléments de la plainte de ce monsieur que j'ai lu. Puis on a revu ensemble plusieurs interviews qui semblaient concordantes avec Usher, avec plusieurs autres acteurs. Et ensuite, je vous ai dit que par rapport à cette plainte-là, il y a plusieurs éléments faux qui peuvent donner l'impression que ce gars pourrait avoir son cash et ne jamais aller au procès. Et donc de fait, quand tu ne vas jamais au procès, tu peux toujours dire n'importe quoi en fait. Tant que ça fait scandale et qu'après le gars se dit putain, ça fait tellement scandale que je dois payer, bah en fait ça t'arrange. Alors que peut-être que effectivement il y a de vraies victimes ou alors de vraies personnes qui ont de vrais faits et des éléments à apporter. C'est dans ce sens-là que j'essaie de faire une nuance en espérant qu'elle soit comprise par tous. Dans tous les cas, la digue commence très clairement à se briser. On se demandait après l'affaire Cassie si ça allait retomber, mais là ça ne semble pas retomber. Il me semble qu'il y aura encore très certainement plusieurs autres épisodes. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire, de Lil Royd, de Didi, des différentes affaires, de la réaction de Meek Mill qui était très courroucé, qu'on l'ait directement accusé alors que pour lui, il est un être humain qui s'est quand même battu. Et c'est vrai quand même pour les gamins de Philadelphie et que sa parole ne compte pas comparée à la parole de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, d'Usher. Dites-moi ce que vous pensez de ces révélations de façon générale et est-ce que vous croyez plutôt Lil Royd, est-ce que vous croyez plutôt les avocats de Didi sur les vidéos, les photos, tout ça là, est-ce que tout ça est vrai pour vous ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y aura un prochain épisode ou alors est-ce que Didi va de toute façon réussir à éteindre toutes ces histoires et rester quand même le bad boy ultime du game? Dites-moi tout dans les commentaires et n'hésitez bien sûr pas à liker, à commenter, à partager et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.